Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre avec le cours sur les antifongiques. Nous avons vu dans les cours précédents qu'il existe des antifongiques naturels et nous avons notamment parlé de nystatina, de griseofulvine et d'amphotericine B. Et nous avons vu également qu'il existe des antifongiques de synthèse, les azolés, les triazolés, imidazole. Donc, nous allons poursuivre avec la relation structure-activité des azolés, ou encore des azoles. Donc, nous allons voir quels sont les groupements fonctionnels, ce qu'on pourrait appeler pharmacophores, qui sont responsables de, des propriétés antifongiques de ces molécules. Maintenant, nous avons vu que ces médicaments, les azoles ou les azolés, si vous voulez, présentent un noyau essentiel, soit un noyau imidazole ou le noyau imidazole avec deux atomes d'azote dans le cycle et un noyau triazole, trois atomes d'azote. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ce noyau est indispensable. Le cycle est indispensable à l'activité antifongique de ces médicaments parce que l'un des atomes d'azote du noyau se fixe et directement sur le fer de l'hème présent dans l'enzyme CYP51 fongique. Donc, au niveau des champignons responsables de l'affection fongique, il existe une enzyme dénommée CYP51 et cette enzyme, dans la structure chimique de cette enzyme, il y a l'hème et comme vous le savez, l'hème possède au centre un atome de fer. En fait, l'azote, l'un des atomes d'azote, notamment le N3 chez les imidazolés, le N4 chez les triazolés, donc se lie à l'atome de fer de l'hème, donc situé au niveau du site actif CYP51 fongique. Et cette liaison avec le fer de l'hème bloque définitivement l'activité enzymatique. Donc, sans ce noyau azolé, vous êtes d'accord avec moi que le médicament perd son activité fongique. Donc, le noyau azolé, le cycle azolé, c'est le pharmacophore de ces molécules. C'est donc le cycle du noyau azolé qui constitue le pharmacophore. Pharmacophore, c'est le groupement, les groupements qui sont responsables de l'activité d'un médicament, d'une molécule médicamenteuse. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les composés les plus actifs, nous sommes toujours au niveau de la relation structure-activité, les composés les plus actifs ou encore les plus puissants possèdent généralement deux ou trois cycles aromatiques dont au moins un est halogéné. Donc, deux ou trois cycles. Donc, les plus actifs parmi les azolés possèdent deux ou trois cycles, mais il faut que l'un ou deux de ces cycles soient halogénés, c'est-à-dire
possède un atome de chlore, brome ou bien de fluor. Maintenant, et ce qui est aussi important à considérer, c'est la position des substituants. OK? Donc, la position des substituants, c'est aussi un élément à prendre en compte dans l'étude de la relation structure-activité de ces composés. Par exemple, une substitution en position 2 et ou de 4 du noyau aromatique favorise l'activité effrangée. Alors, quand on parle de position de substituant, c'est par exemple l'halogène. Donc, si on place un halogène en position 2, ou du moins on place deux halogènes, l'un en position 2, l'autre en position 4, ok, à ce moment, ces substituants et placés dans ces positions favorisent l'activité, tandis que d'autres positions, comme par exemple 3, 5, conduisent à des composés peu actifs ou inactifs. Donc, ces groupements augmentent la lipophilie de la molécule et par conséquent facilitent son interaction avec l'enzyme cible. Donc, ce qu'il faut conclure, c'est que la puissance d'un azolé ne dépend pas seulement du noyau imidazole ou triazole. OK? Donc, ça, c'est important à retenir. Il n'y a pas que le noyau imidazole ou triazole qui soit responsable de l'activité. Il y a aussi l'ensemble, c'est l'ensemble de l'architecture moléculaire et comme on vient de le préciser, notamment la position des substituants halogénés. En fait, la grande partie d'ampoules des azolés, en fait, imite la partie stéroïdienne de l'anostéole. Et l'anostéole, c'est le substrat naturel de la 14-alpha-déméthylase. Donc, l'anostéole, c'est un précurseur de ergostérol que le champignon va intégrer dans sa paroi. Donc, 4-alpha-déméthylase, c'est cette enzyme qui va transformer le lanostérol en, ergostérol. Donc, maintenant, le médicament bloque cette enzyme et comment c'est parce que il y a une partie du médicament, ou du moins la partie apolaire, ou encore la partie lipophile du médicament qui, en fait, ressemble, qui imite la partie stéroïdienne de l'anostéole. Donc, cette analogie structurale permet en fait au médicament d'occuper le site actif de l'enzyme. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une analogie, une ressemblance du médicament avec l'anostéole, précurseur de l'ergostérol, mais qui trompe l'enzyme. Parce que l'enzyme, pour pouvoir transformer l'anostéole en ergostérol, donc l'anostéole doit pouvoir s'insérer dans le site actif de l'enzyme. Mais étant donné que l'anostéole a une partie qui ressemble au médicament, donc le médicament peut se substituer au lanostéole et l'enzyme pensant que c'est le lanostéole, eh bien, en acceptant le médicament, eh bien, l'enzyme est bloquée définitivement.
Donc là, on peut parler de inhibition compétitive au niveau moléculaire. Donc, inhibition compétitive, c'est que l'enzyme et le substrat ici, c'est le lanostérol, eh bien, il est en compétition avec le médicament parce qu'il y a une ressemblance entre le substrat qui est l'anostérol et le médicament. Donc, le médicament, du fait qu'il se ressemble au lanostérol, donc peut interagir avec l'enzyme normalement. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est que plus la molécule possède des groupements hydrophobes adaptés, plus son interaction avec l'enzyme est forte. Mais aussi, cette lipophilie excessive peut diminuer la solubilité dans l'eau. Parce que pour les médicaments qui doivent être pris et par voie orale, donc cet médicament doit posséder une certaine et celui doit pouvoir être dissous dans l'eau. Sinon, le médicament ne sera pas absorbé. Donc, maintenant, c'est vrai que la lipophilie augmente l'activité, mais avant même l'activité, il faut que ce médicament soit dissous dans le tractus gastro-intestinal, ensuite absorbé et atteint le sang et arriver au niveau de la cible. Donc, si le médicament est trop apolaire, trop lipophile, eh ce médicament aura du mal à se dissoudre dans le tractus gastro-intestinal. Donc maintenant, dans ce cas, le chimiste médicinal cherche donc toujours un équilibre entre activité, sélectivité, solubilité, biodisponibilité. Donc, c'est important parce que, eh bien, comme nous avons ça dans et lorsque nous avons étudié pharmacocinétique, donc nous avons effectivement que donc c'est les caractéristiques physico-chimiques de la molécule qui influencent les paramètres pharmacocinétiques. Maintenant, on peut faire des particularités structurales, on peut considérer les particularités structurales des azolés. Par exemple, si on considère le fluconazole, donc contrairement aux autres azolés, le fluconazole possède deux noyaux triazole très polaires. Donc cette caractéristique augmente fortement la solubilité dans l'eau et grâce à cette propriété, fluconazole peut être administré par voie orale et aussi par voie intraveineuse. Donc maintenant, cette excellente biodisponibilité explique pourquoi, en fait, le fluconazole est devenu l'un des antifongiques les plus utilisés dans le monde. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que une simple modification structurelle peut modifier profondément les propriétés pharmacocinétiques des médicaments. Donc, la fonction est liée à la structure. Ce n'est pas seulement les propriétés pharmacocinétiques, c'est aussi les propriétés biologiques. OK? Donc, ces modifications, aussi petites soient-elles, peuvent avoir de graves conséquences sur la biologie et des molécules médicamenteuses. Nous allons à présent étudier les principaux représentants de la famille des azolés. Et le premier à considérer ici, c'est le kétoconazole.
le kétoconazole. Donc maintenant, il agit contre les levures, les dermatophytes, plusieurs champignons responsables de mycoses systémiques et comme tous les azolés, donc son activité résulte de l'inhibition de la synthèse de l'ergostérol. Inhibition de la synthèse de l'ergostérol, l'équivalent chez les champignons du cholestérol chez les animaux. Mais c'est un médicament aussi qui possède une certaine toxicité. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que cette toxicité est sélective. Et pourquoi on parle de toxicité ici? C'est parce que la biosynthèse de l'ergostérol est beaucoup plus rapide chez les champignons que la biosynthèse du cholestérol chez l'homme. Donc, cette différence dans la vitesse de synthèse explique la sélectivité, la toxicité sélective des azolés. Donc maintenant, le médicament dans ce cas perturbe essentiellement les cellules fongiques et n'ont aucun impact sur les cellules humaines, donc qui sont relativement épargnées. Et les autres effets, donc il y a aussi une augmentation de la production de peroxyde d'hydrogène, une modification de la perméabilité membranaire. Donc, ces phénomènes contribuent progressivement à la destruction du champignon. Alors, en ce qui concerne le kétoconazole, donc il est indiqué dans les mycoses systémiques, les candidoses, les mycoses cutanées, les mycoses des muqueuses, pityriasis versicolore. Et puis, il y a un point très important à dire, c'est qu'avec le kétoconazole, il faut une surveillance hépatique. OK, il faut une surveillance hépatique. Et puis, ces médicaments aussi doivent être pris avec des repas plus ou moins riches en lipides, et ce qui normalement devrait faciliter l'absorption. Et on a vu ça, c'est que ces médicaments possèdent une partie lipophile, lipide, lipophile, et cette partie est responsable de l'activité. Donc, et c'est pourquoi on conseille de prendre ces médicaments avec des repas plus ou moins gras. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qui est conseillé aussi, c'est qu'avant de commencer le traitement, et puis régulièrement pendant le traitement, il est recommandé de contrôler les enzymes hépatiques parce que ce médicament peut agir sur le foie. Et puis en termes de présentation, donc c'est un médicament qui existe sous forme de comprimé crème gel moussant. Donc vous comprenez que c'est un médicament qui est adapté au type d'infection. Donc s'il s'agit d'infection systémique, s'il s'agit d'infection ectopique, donc il y a différentes formes donc permettant de prendre en charge ces médicaments. Et puis, il y a ce tableau qui nous permet de comparer la structure et aussi le mode d'emploi des différentes molécules de la famille. Okay? Quand on parle de différentes molécules de la famille, il s'agit des azolés. Et ce qu'on donne ici, alors dans la première colonne, celle de gauche, on vous donne la structure, une partie de la structure, et puis vous voyez le groupement R. OK? Voilà le groupement R. OK? Donc, cela veut dire que si on remplace
ce groupement ici, voilà. Donc, quand on met R ici, eh bien, on obtient méconazole. Donc, cela veut dire que toutes ces molécules médicamenteuses, ont gagné une partie qui est commune entre eux. Donc, vous allez retrouver cette structure dans pratiquement tous les azolés ici présents, qu'il s'agisse de miconazole, kétoconazole, iconazole, sulconazole, isocona- isoconazole, ou bien isoconazole, thioconazole, oxyconazole, fenticonazole, eh bien, yo tout yo gagné et cette structure que moi entouré. Et maintenant, ça qui va le faire différence, c'est le groupement R. OK? C'est ce groupement R qui différencie azolé ça. Donc, m'explique que nous comprenons, c'est le groupement R qui différencie azolé ça. Donc, maintenant, OK, donc maintenant, le point commun est la présence de noyau imidazole. Donc, voilà le noyau imidazole ici. Ce sont des diazolés. Voilà le noyau imidazole. OK, voici les atomes de chlore et dont on parle ici. OK, voici les atomes de chlore, les halogénés. Et puis, maintenant, les différences concernent les substituants aromatiques. Et oui, effectivement, donc si nous regardons les cycles, le noyau aromatique, donc vous allez voir que c'est à ce niveau que se trouve la différence au niveau des radicaux R. Donc, ces modifications, eh bien, ont influencé ces modifications. Oui, alors bonjour, ça va? Bien, merci. Ah, et au plus tard, 3 heures, au plus tard, 3 heures, je crois. Ou bien même avant, pas de problème. Eh bien, à tout à l'heure. Donc, ces modifications influencent donc la puissance, la lipophilie, la diffusion dans les tissus et même la durée d'action et aussi les indications thérapeutiques. OK? Donc, il y a une structure, une partie qui est commune à toutes ces molécules et c'est, je dirais, la partie le groupement R, donc qui va différencier ces molécules l'une de l'autre et qui va aussi et, influencer les différentes propriétés de ces molécules. Maintenant, deuxième molécule à considérer, c'est l'iconazole et c'est le représentant majeur de ce groupe et qui appartient également aux imidazolés. OK, aux imidazolés, donc vous voyez le noyau imidazole, le cycle avec 5 sommets et 2 azotes en position 1-3. Alors, c'est un médicament qui possède un spectre très large et
et qui agit sur les candidats Tourulopsis, Mycosporum, Trichophyton, Aspergillus, Histoplasma, et qui est aussi utilisé dans les candidoses digestives et génitales, les mycoses cutanées et même certaines infections systémiques selon en fait les formes disponibles. Ok, donc là, on a aussi, et on vous montre la synthèse de méconazole. Donc, vous pouvez avoir une idée, parce que c'est pas trop important de mémoriser et puis on peut retrouver fluconazole sous différentes formes, comprimés, ovules, gel, etc. Alors, vous comprenez bien, et donc ces différentes formes, justement, ont été réalisées, ont été et, mises au point justement pour faciliter la prise en charge de différents types d'infections. Par exemple, pour une candidose vaginale, donc on va utiliser des ovules pour un pied d'athlète soit crème ou bien poudre. Pour un muguet, par exemple, c'est un gel buccal. Voilà, donc le choix galénique constitue donc un élément essentiel de l'efficacité thérapeutique. Et puis, il y a ici d'autres médicaments. Donc, nous avons des médicaments très bien connus de, dans ce slide. Donc, il y a clotrimazole. OK, il y a clotrimazole et butoconazole, non, c'est pas bien connu. Bifonazole, homoconazole. Et je ne crois pas que ces médicaments soient disponibles sur le marché haïtien. Le clotrimazole, oui, c'est un médicament disponible, très disponible. Et en ovule, non. Ovule, non, c'est plus crème. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu un entretien avec un gynécologue qui se plaint du fait que la forme ovule du clotrimazole n'est pas disponible en Haïti. Maintenant, ce qu'il faut dire ici, c'est que contrairement aux imidazolés, ces, ces médicaments possèdent un cycle contenant 3 atomes d'azote. OK? Alors là, il s'agit des triazolés. OK? On parle de triazolés. Bien entendu, et on parle de clotrimazole, etc. Ce sont des diazolés appartenant à la même classe chimique que kétoconazole, fluconazole. Maintenant, on va parler des triazolés qui ont même, alors, fluconazole, qui ont même possédé un cycle à 3 atomes d'azote et les principaux représentants, c'est fluconazole, itraconazole. Ils sont bien connus en Haïti et les autres tels que fluconazole, voriconazole, terconazole, ce ne sont pas des médicaments bien connus et je ne crois pas que ces médicaments soient disponibles en Haïti. Maintenant, il faut dire que les triazolés constituent aujourd'hui la famille la plus utilisée dans les mycoses systémiques, et cela grâce à leur meilleure sélectivité et aussi à leur profil pharmacocinétique plus favorable. OK? Donc,
OK, donc voici la structure de ces médicaments. Donc, il y a voriconazole, qui c'est un analogue structural de, du fluconazole. Donc, vous pouvez voir la ressemblance structurale entre voriconazole et fluconazole. La différence, c'est que l'un des noyaux triazole du fluconazole est remplacé par un noyau pyridine. Le noyau pyridine, c'est le cycle benzénique avec un seul atome d'azote. Voici le noyau pyridine. Donc, la différence réside à ce niveau. Voilà pourquoi on parle de analogue structural. Voilà, analogue structural. Donc, si vous regardez bien, c'est seulement à ce niveau que il y a une différence, mais à part ça, tout reste moléculaire, yo semblé. C'est la raison pour laquelle on dit que voriconazole et fluconazole sont des analogues structuraux. Maintenant, maintenant, comme on l'avait dit, c'est que ces médicaments, en fait, présentent une meilleure sélectivité et un meilleur profil pharmacocinétique. Et c'est la famille la plus utilisée et dans les affections fongiques. Dans les affections fongiques. Maintenant, si on considère le fluconazole, donc la structure c'est bistriazolé et symétrique, et là on vous donne l'emploi de ces médicaments. Et puis, il y a aussi l'ester phosphate de fluconazole qui a été mis sur le marché sous le nom de fosfluconazole. Donc maintenant, cet ester normalement est plus polaire. Cet ester est plus polaire et par conséquent, il devrait être mieux dissous dans le tractus gastro-intestinal et devrait être aussi utilisé sans difficulté dans l'administration intraveineuse par rapport à sa plus grande polarité que fluconazole. Et, mais ce médicament pourrait aussi donner des problèmes au niveau de l'absorption intestinale du fait de sa grande polarité. Du fait de sa grande polarité, donc ce médicament pourrait éventuellement et, présenter des problèmes d'absorption. Ensuite, il y a hydraconazole, qui c'est un analogue structural du kétoconazole, donc qui est employé dans les mycoses systémiques viscérales. Et on vous donne les autres affections dans lesquelles ce médicament est utilisé. Donc, voici l'itraconazole, la structure, et également théoconazole, dérivé triazolé pour du précédent. Donc, il est actif sur Candida albicans et utilisé dans le traitement des candidoses vaginales. Donc, voilà. Donc, théoconazole, c'est cette dernière molécule qui boucle l'étude des azolés, notamment les diazolés, les triazolés, et on va poursuivre avec une autre famille d'antifongiques qu'on appelle alilamine. C'est une autre famille d'antifongiques très intéressante. Donc, on va à présent aborder dans le cadre de ce.
Oui, donc nous allons parler de la terbinafine et qui existe sous le nom de l'amizile. Nous allons parler également d'autres médicaments dans la suite du cours. Donc maintenant, la terbinafine appartient aux allylamines. Ok. Donc c'est la première molécule représentée ici. Maintenant, sur le plan structural, faut dire que cette classe de composés possède un noyau naphtalène, notamment terbinafine. Voici le noyau naphtalène.
OK, et noradonaftalène, et il y a une fonction amine tertiaire méthylée. Voici la fonction amine tertiaire méthylée et qui porte un substituant méthyle et naphthalène. Et il y a une partie de la molécule qui est insaturée et liaison double, liaison triple. Et puis, il faut dire aussi une liaison acétylénique. Donc, maintenant, et on peut faire une comparaison avec les azolés. Donc, ce que les deux familles perturbent et normalement la synthèse de l'ergostérol, mais elles n'agissent pas sur la même enzyme. Donc, en termes de comparaison, notamment sur le mécanisme d'action, il faut dire que les deux, que ce soit les azolés ou encore les allylamines, donc ces médicaments inhibent la biosynthèse de l'ergostérol, mais à des niveaux différents. Donc, vous avez les azolés qui agissent sur 14-alpha-déméthylase, alors que terbinafine, et si vous voulez, agit, bloque un autre enzyme qu'on appelle squalène époxydase. Squalène époxydase, donc, et le fait de bloquer cette enzyme, donc cela signifie qu'il va y avoir une accumulation de squalène et ce qui produit un effet fongique. Alors, il faut dire aussi que squalène, c'est un précurseur de ergostérol, de même que l'anostéol. Le squalène, l'anostéol, ce sont des précurseurs des précurseurs à différents degrés, ok? Des précurseurs à différents degrés. Donc, il y a des médicaments qui agissent qui empêchent la transformation de l'anostéol en ergostérol. Donc, il y a aussi des médicaments qui empêchent la transformation du squalène en squalène 2,3-hypoxyde qui prend l'anostéol et ensuite qui prend l'ergostérol. Donc, alors il faut dire que l'accumulation intracellulaire du squalène, en fait, participe à l'effet antifongique et c'est un point important pour l'examen. C'est que, alors je reprends, c'est que les azolés bloquent 14-alpha-déméthylase alors que terbinafine et lui-même qui sont allés lamine, il bloque squalène époxydase. Alors, quel est l'intérêt thérapeutique de ce médicament qui appartient aux allylamines? Donc, il faut dire que la terbinafine est particulièrement importante contre les dermatophytes. C'est un médicament qui est utilisé notamment dans certaines dermatophytoses et dans les onychomycoses, champignons des ongles. C'est une molécule particulièrement intéressante lorsqu'il faut traiter une atteinte, un guéal, et car en fait le traitement de cette atteinte, de cette mycose, doit atteindre le champignon dans une structure riche en kératine. Ok, donc structure riche en kératine, ses cheveux, les ongles. Donc, c'est des médicaments qui ont une affinité pour les structures riches en, en kératine.
Et puis, l'autre médicament qu'on va parler ici, c'est pyrithione, pyrithione sodique. Et c'est un médicament qu'on retrouve dans les shampoings, OK? On retrouve dans les shampoings et qui est surtout indiqué pour traiter pityriasis versicolore, les dermatophysies. Maintenant, ce qu'il faut surtout remarquer, c'est la structure hétérocyclique de cette molécule qui comporte à la fois azote et un atome de soufre. Maintenant, alors là, il y a quelque chose d'important. Le fait que ce médicament s'appelle pyrithione, donc ouais, thione, donc ici, thio. Donc, thio fait référence à soufre. Donc, cette fonction SH s'appelle thiol. OK? SH, c'est thiol. THIO. Donc, vous voyez pourquoi on appelle ce médicament pyrithione. OK? Voilà, pyrithione. Ici, c'est L, donc c'est thiol. OK? Ce sont des analogues structuraux des alcools. Les thiols sont des analogues structuraux des alcools. OK, maintenant, OK, l'autre médicament à considérer ici, c'est tolnaftat. OK, donc là, vous voyez, nous avons un tableau qui, en fait, compare différentes molécules. Le deuxième médicament, il s'agit de tolnaftat. Et tolnaftat, c'est un thiocarbamate. OK, c'est un thiocarbamate. Voilà la structure qui fait qu'on appelle ce médicament thiocarbamate, OK, qui est indiqué dans pityriasis versicolore dermatophytie, pyrithione, de même que pyrithione. Donc maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas l'antifongique de référence pour les candidoses. Et ce n'est pas l'antifongique de référence pour les candidoses. Et puis, il y a chlorprotiazole. Donc, il y a chlorprotiazole qui existe sous forme de pommade, soluté poudre, et qui est utilisé dans le cas de pityriasis versicolore, dermatophysie et candidose. Il y a acide andécylénique, OK, et qui est un médicament et avec une chaîne aliphatique et combien de carbone, 11 atomes de carbone, c'est un acide carboxylique avec une saturation au niveau de l'extrémité et oméga. OK? Donc là, on pourrait dire c'est oméga 1. OK? Donc ce médicament, c'est un oméga 1 puisque la double liaison se trouve sur le carbone 1 en commençant la numérotation à gauche. Donc, ce médicament est utilisé dans les mycoses superficielles et les dermatophyses. Et puis, il y a aussi cyclopyroxylamine et amorolfine. Cyclopyroxylamine et amorolfine. Et il y a le cyclopyrox. Donc, je crois que c'est Pharmatrix qui a une solution préparée à base de cyclopyroxylamine. Je ne me rappelle pas le nom.
mais ce médicament bloque la synthèse de l'ATP mitochondrial. Ah, ça, c'est un médicament qui ne peut pas être utilisé par voie orale ou bien systémique. Imaginez, vous prenez un médicament qui bloque la synthèse de l'ATP mitochondrial et qui n'agit pas spécifiquement sur la bactérie. Donc, médicament, ça va le bloquer et la synthèse de l'ATP chez le champignon, aussi la synthèse de l'ATP chez l'homme. Donc, c'est un poison pour l'homme. Voilà pourquoi ce médicament est utilisé, et, je dirais, uniquement en forme topique. Donc, les indications, c'est candidose cutanée, dermatophysie, et pityriasis versicolor, et pour ce qui a trait aux différentes formes, crème, solution filmogène, solution alcoolique. OK, maintenant, c'est un médicament cyclopyrox appartient aux hydroxypyridones de synthèse. OK, hydroxypyridone de synthèse, comme vous voyez à l'écran. Maintenant, en termes de mécanisme, donc c'est vrai qu'on dit que le médicament bloque la synthèse de l'ATP mitochondrial, mais c'est extrêmement complexe. Ok, le mécanisme est extrêmement complexe. Et puis, pour ce qui a trait, et alors, on pourrait peut-être demander, et c'est quoi une solution filmogène. Alors, filmogène, c'est parce qu'après application, donc le solvant s'évapore et laisse un film contenant le principe actif sur l'ongle. Ok, donc cela permet donc une exposition locale prolongée. Donc, on applique et puis il y a évaporation de liquide qui laisse le principe actif sur l'ongle. Et puis, il y a et tolnaftate, un petit rappel, tolnaftate, sporiline, qui est principalement utilisé dans les dermatophysies sous forme de crème ou de solution. OK, et maintenant, à quelle famille appartient ce médicament? C'est thiocarbamate, donc ça, c'est à titre de rappel. Il y a aussi amorphine, donc qui possédait une structure comportant un hétérocycle morpholine, ok, hétérocycle morpholine, amorphine, ok, morpholine, donc utilisé dans les dermatomycoses et les onychomycoses, donc infection au niveau des ongles. Et puis pour ce qui a trait au mécanisme d'action de amorphine, donc c'est un antifongique qui agit sur la biosynthèse des stérols de la membrane, mais contrairement à la terbinafine ou aux azolés, lui-même il agit sur deux enzymes. Donc, et delta 14 réductase et delta 7, delta 8 isobérase. Donc, c'est à ce niveau que donc, ce médicament, donc lui-même, il agit. Et voilà. Maintenant, et, donc on a parlé des indications. Donc, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'étude des antifongiques. Maintenant, ce qu'on pourrait dire en termes de résumé, ok, c'est que donc il y a différentes familles de, de composés de synthèse. Donc, nous avons parlé des azolés, nous avons parlé de la terbinafine, tolnaftate. Alors, il y a les azolés, il y a aussi les allylamines qui comprennent terbinafine, tolnaftate, cyclopyrox, amorphine. Donc, c'est important de savoir
les cibles de ces médicaments, par exemple les azolés ciblent 14-alpha-déméthylase, terbinafine, squalène, époxydase, ok, etc. Donc, il faut pouvoir faire la différence au niveau des cibles de ces molécules. Maintenant, en termes de conclusion, alors ce qu'il faut dire, c'est que premièrement, les antifongiques agissent sur des cibles spécifiques des champignons, soit la paroi, la membrane, le cytoplasme, le noyau ou encore des enzymes. Deuxièmement, nous avons étudié les grandes familles telles que les polyènes, donc la glycyrrhofulvine et flucytosine et les azolés et les allélamines. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le choix de l'antifongique dépend de plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'espèce fongique en cause, il y a la localisation de l'infection, l'état immunitaire du patient, il y a aussi les effets indésirables et la voie d'administration aussi est à considérer dans l'application, l'utilisation de ces médicaments. Donc voilà pour ce qui met un terme à l'étude de ce chapitre, à savoir les antifongiques. On se donne rendez-vous pour une autre cours. Merci.